Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Heureux de vous retrouver après cette petite pause avec notre invité Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force Ouvrière. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu. Dans un portrait inattendu, il y a bien évidemment le bon portrait, mais là, en l'occurrence, c'est inattendu sur lequel on va s'arrêter un instant. Oui, car il est inopiné d'avoir l'ancien patron de FO, le syndicat qu'il vous faut, comme aimait à le rappeler Coluche, en qualité d'invité d'Oser Investir. Le choc des cultures, me direz-vous, une forme de collectivisme qui va à la rencontre d'une forme de capitalisme. Mais quel plaisir de vous recevoir, Jean-Claude Mailly, pour croiser le fer sur l'économie et le social, afin de tordre le cou aux idées reçues. Vous qui êtes né un 12 mars, comme Nelson Montfort, qui nous avait fait l'honneur d'être notre deuxième invité cette année, mais aussi de Jean-Vincent Placé, dont je pensais qu'en l'évoquant déjà lors du portrait de Nelson, j'avais fait ma BA pour l'année, mais l'occasion était trop belle pour lui redonner cet instant de célébrité, comme aimait à nous le rappeler Andy Warhol, et qui lui manque tant maintenant. Je parlais de Jean-Vincent Placé. Tout le monde l'avait retenu. Alors, vous qui avez le syndicalisme qui coule dans vos veines familiales, car fils et arrière-petit-fils de syndicalistes, comme on peut être boulanger de génération en génération, vous avez pris le drapeau de la lutte en devenant le secrétaire général de Force Ouvrière entre 2004 et 2018. 2 septennats durant lesquels vous contesterez la loi CPE, contrat première embauche pour les plus anciens, et la loi travail, dite loi El Khomri pour les plus récents. L'ancien délégué syndical que vous avez été décida de quitter le piquet de grève pour rejoindre Raymond Soubi, l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, et prolonger autrement votre engagement auprès des autres, démontrant ainsi qu'il n'y avait pas que le mur de Berlin qui pouvait tomber, mais celui des certitudes également. Vous qui ne vous voyez pas en briseur de rêve et plus en briseur de grève, s'engage dans les relations sociales, le développement durable, entre autres, en voyant des sujets et ces sujets différemment. Au moment où d'autres prennent la retraite que vous avez défendue, pas celle à point qui risque de devenir saignante, vous vous mettez à votre compte en créant votre petite entreprise. Alors, j'espère que vous avez installé vos bureaux entre Nation et Bastille, voire République, et si vous hésitiez de fait sur la localisation immobilière, afin de pouvoir observer comment vos successeurs battent le pavé parisien. Alors, comment ne pas relever que les grands syndicalistes du monde d'avant savaient mettre les points sur les Y, les Segui, Krasuki et donc Mailly, forcément. Alors, pour fêter cela, on va se servir un martini, forcément. Alors, le moment est venu de terminer votre portrait de façon attendue, cette fois-ci, en citant une nouvelle fois Coluche, les syndicats, c'est fait pour donner raison à des gens qui ont tort. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Vous êtes d'accord avec Coluche ? Non, pas particulièrement. Non. Donner raison à des gens qui ont tort, non, ça peut être le contraire aussi. Donner tort à des gens qui ont raison. Jean-Claude Mailly, je suis très heureux de vous recevoir parce que, effectivement, comme je commençais à le dire dans votre portrait, avoir un ancien syndicaliste dans Oser Investir, c'est un choc de culture par définition, parce qu'on explique tous les dimanches matins depuis maintenant septembre 2019 comment investir, comment faire de l'argent. Donc forcément, c'est atypique. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir fait ce parcours. Je pense à Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT qui, entre 92 et 2002, a été à cette responsabilité-là et qui a fait avant vous une reconversion dans le privé en fondant une agence de notation sociale et environnementale. Alors, est-ce que le syndicalisme mène donc au monde de l'entreprise, quoi qu'on pense ? Non, pas obligatoirement. Écoutez, moi, quand j'ai cessé mes fonctions de secrétaire général, premier constat que j'ai fait, je ne voulais pas rester inactif. Je ne me voyais pas dans mon canapé à regarder la télé, quoi. Voilà. Donc ça, je voulais avoir une activité où je sois libre de développer. J'ai pas changé d'idée, mais je vois les choses sous un autre angle, d'une certaine manière. Donc j'ai créé ma structure. C'est une petite structure, je suis tout seul. Mais ce qui me permet de travailler sur des dossiers qui m'intéressent. Alors vous avez cité Alixio avec Raymond Soubi, où j'interviens sur des questions de formation, par exemple, sur les questions de réseau, etc. Je travaille aussi avec une société de gestion sur toutes les questions liées à ce qu'on appelle la RSE, le ESG, etc., sur des investissements, l'économie durable, d'une certaine manière. On va en parler un peu plus tard. Oui, on en parlera un peu plus tard. Je suis vice-président d'un think tank également. Donc voilà, mais tout ça tourne autour de comment améliorer le fonctionnement de notre société, d'une certaine manière. Et aussi comment améliorer le fonctionnement des entreprises. Je suis persuadé que les entreprises vont devoir évoluer dans les années à venir. Certaines le font déjà. Qu'elles vont devoir intégrer ces critères sociaux et environnementaux sous peine de mourir, d'une certaine manière. Alors, vous avez toujours prôné un réalisme syndical. Oui. On est d'accord. Vu le contexte actuel, comment voyez-vous évoluer la situation ? Parce que c'est difficilement compatible aujourd'hui, probablement.
Non, c'est Non compliqué. Mais c'est compliqué pour compliqué. tout le monde Ah, aujourd'hui. d'accord. Mais c'est compliqué pour tout le monde. Entre nous, c'est compliqué pour le gouvernement. On peut considérer que sur telle ou telle chose, il n'est pas bon, etc. Mais quand vous êtes face à une telle incertitude, c'est pas évident d'investir, c'est pas évident de prendre une décision, etc. Alors c'est vrai pour tout le monde. C'est parfois vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les organisations syndicales également. Vous savez, trouver l'équilibre. Et l'équilibre quasi impossible entre le sanitaire, l'économique et le social, c'est le challenge de tous les jours, quoi. On est Mais d'accord. justement, mais je pense que, il faut savoir regarder les choses à la fois. Toujours, il faut un cap. Et après, on est confronté au réel également. Hein, et on confronte, on fait en fonction du cap, mais aussi en fonction de la situation réelle. Et je crois que c'est un exercice permanent, mais c'est indispensable. Dans la première partie, on avait Jean-Marc Peter, directeur Oui. général de Sofidi. On parlait du commerce et toutes les difficultés actuelles. Alors, est-ce que vous pensez sincèrement que ces chefs d'entreprise, vous l'êtes vous-même, vous êtes tout seul, vous nous l'avez dit, ces petits commerces où il y a 1 ou 2 ou 3 personnes, grand maximum, est-ce que les problématiques sociales, développement durable, vous pensez que c'est leur quotidien aujourd'hui? Est-ce que ça doit être ça qui doit être le marqueur? Non, c'est pas leur quotidien aujourd'hui. On est Leur bien quotidien d'accord. aujourd'hui, c'est d'essayer de survivre. Pour Exactement. beaucoup, non, mais ça, on est tout à fait d'accord. Et au passage, il risque d'y avoir beaucoup, il y a déjà eu, mais il risque d'y avoir beaucoup de faillites, des gens qui n'auront plus rien, Probablement. qui n'auront plus rien. Et moi, je dis toujours, attention, les gens se révoltent quand ils n'ont plus rien à perdre. Et on risque, Vous il va y pensez avoir... qu'on en est là? Attendez, on va voir comment la situation évolue, mais quand vous êtes commerçant ou artisan et que vous n'avez plus d'activité, que vous n'êtes pas propriétaire de vos locaux, etc., que vous avez des charges fixes difficiles, et si en plus votre situation de trésorerie était déjà difficile avant la crise sanitaire, il va y avoir de la casse. Et, donc, il y a des gens qui se retrouveront sans rien, il faut faire attention. Jean-Claude Mailly, les commerçants, ça vous fait plus peur que les gilets jaunes? Je ne sais pas que ça fait plus peur ou pas. Non, mais en on termes peut de avoir un mouvement. mouvement de ce type. Ouais, voilà. On peut, c'est ce pas que vous voulez exclu. dire. Je ne dis pas qu'il va arriver, j'en sais rien. D'accord. Mais on ne peut pas exclure plus tous les salariés qui vont perdre leur travail tous les jours. Enfin, des PSE, il y en a tous les jours en ce moment. Donc, c'est une situation qui est vraiment difficile, mais pour tout le monde. Mais quand on voit ce qui s'est passé après le premier confinement, le seul Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui voit sa fortune augmenter en un confinement de 22 milliards de dollars, est-ce qu'il ne va pas y avoir un avant et un après Covid, c'est-à-dire une quasi-disparition du commerce physique pour aller au commerce par Internet et par correspondance? Non, je ne pense pas qu'on ira vers une quasi-disparition. Il y a un besoin de commerce. Il y avait une tendance déjà à l'œuvre avant la crise sanitaire où les grandes surfaces, les hyper, etc., il y en a qui restent, etc., mais c'était un mode de consommation qui était en train de changer. Un retour à plus à un commerce de proximité. Alors c'est vrai que les GAFA ont profité, notamment Amazon, mais ont profité et profitent encore de la crise sanitaire. Mais d'abord, il faudrait qu'elle soit plus taxée, ça, d'une manière ou d'une autre, tous. Et qu'elles payent les impôts là où elles sont. Ça me paraît indispensable. Mais je pense que le petit commerce a encore un avenir. Mais par contre, il y a des commerçants qui souffrent. Ah, vous parlez petit commerce, mais la France, elle est composée à 96% de micro-entreprises. Comment peuvent-elles s'en sortir dans la période dans laquelle nous arrivons? Parce que c'est bien le problème de fond aujourd'hui. C'est eux qui font l'emploi, c'est eux qui font l'économie. C'est eux qui font l'emploi. Ça dépend dans quel secteur on est. Si on est dans un secteur de consommation, par exemple, c'est effectivement en ce moment la consommation. Quand vous avez un confinement, même s'il est moins sévère que la première fois, la consommation chute par définition. Donc vous avez une activité qui chute. Si vous êtes sous-traitant, alors c'est pas le cas d'un petit commerce, sous-traitant, une PME sous-traitante d'un grand groupe qui lui-même a des difficultés, c'est compliqué également. Alors le gouvernement, moi j'ai toujours considéré depuis le début que les prêts garantis par l'État c'est bien, mais certaines entreprises ont besoin de cash pour passer la période. Alors, ils commencent à le faire, ils ont mis de l'argent, mais à un moment donné, vous verrez, une fois que la crise sanitaire sera terminée, le débat qui viendra, c'est faut rembourser ou faut pas rembourser la dette? C'est absolument ça. Vous avez été patron d'un des plus grands syndicats français pendant près de 15 ans. Quand vous voyez, on l'a appris cette semaine, que Bridgestone Béthune n'a pas donné suite au projet de continuation du gouvernement, est-ce que pour vous, la désindustrialisation française que vous avez vue pendant 15 ans, elle est inéluctable ou est-ce qu'on peut, comme on dit, renverser la vapeur? Non, oui, il y a une désindustrialisation, c'est évident, mais je pense qu'on peut renverser la vapeur. Je pense que, vous avez des secteurs qui ont souffert, qui souffrent encore, mais vous avez des secteurs comme dans la métallurgie où il y a un vrai travail d'innovation, de recherche, de développement qui est fait actuellement, y compris d'ailleurs avec les syndicats. Il y a un travail de co-construction qui m'apparaît intéressant. En tout cas, moi, je suis persuadé qu'un pays sans industrie est un pays qui meurt économiquement. C'est indispensable. C'est vulgaire de gagner de l'argent et de vouloir réussir en France. Le fameux rêve américain.
Non, moi je trouve pas ça vulgaire du tout. Après, vous savez, la manière, c'est la manière dont on gagne. Après, on peut gagner beaucoup d'argent. On peut discuter des modalités de rémunération des PDG des grandes boîtes, etc. en France comme ailleurs. Et après, ce qui est important, c'est le système fiscal. Comment, à partir de là, on rétablit une justice fiscale ou une équité fiscale. Moi, j'ai toujours considéré, je continue à penser ça, que le meilleur impôt, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Pourquoi ? Parce que c'est le plus juste. Plus on gagne, plus on paye. D'accord, donc la TVA, vous aimez pas ? Non, je préfère l'impôt sur le revenu des personnes physiques, je le trouve plus équitable. Et est-ce que ça tient encore la route dans un pays où il n'y a que 43% des foyers qui le payent ? Non, mais quand je dis ça, on peut faire baisser d'autres impôts, mais moi j'ai toujours été partisan que même ceux qui ne le payent pas le payent, même si c'est symbolique. C'est ce qui fait qu'on est citoyen. Quitte à payer 1 euro. Quitte à payer 1 euro. Et vous pensez que c'est les solutions vers lesquelles il faudra aller, mais ça veut dire qu'il y a une réforme fiscale monstrueuse à envisager ? Mais il n'y a pas que ça. Il y a une réforme fiscale monstrueuse. Alors bon, beaucoup parlent du monde d'après. On verra ce que sera le monde d'après. Mais on parlait tout à l'heure de développement, d'économie durable, de développement durable, etc. Moi, je suis convaincu d'une chose, et j'ai pas mal de contacts sur ces questions-là en ce moment. C'est même plus simplement de l'investissement socialement responsable. Quelqu'un investit en entreprise parce qu'on dit qu'elle est bien. Mais vous n'avez aucune preuve. On est en train de passer sur des investissements avec impact vérifiable, sur du concret. Quelqu'un investit dans une entreprise, mais il sait que son investissement va servir à telle ou telle chose. Et c'est en train de basculer. Et ça, les entreprises qui ne comprendront pas ça auront des difficultés. Alors, vous qui avez été un acteur et un observateur aussi du monde de l'entreprise, dans différentes positions, ce matin, quelqu'un qui vous écoute au micro de Sud Radio, vous pourriez lui donner un conseil s'il voulait se lancer ? S'il veut se lancer, d'abord qu'il ait un bon projet. D'accord. C'est d'abord ça qui est le plus important, qu'il essaye de le financer avec les banques, mais surtout qu'il y croit et qu'il fonce. Alors, comme le veut la tradition, Jean-Claude Mailly, dans Oser Investir, vous avez retenu une chanson, on vous a demandé de choisir une chanson, et c'est celle interprétée par David Bowie pour terminer notre rencontre de ce matin. Oui, c'est Heroes, datant de 1977 et enregistrée à Berlin-Ouest pour la première fois. Elle sera classée en 2004 au 46e rang des 500 meilleures chansons de tous les temps par le magazine Rolling Stones. Ouais. Alors, pourquoi ce choix ? Parce qu'il n'est pas très franco-français quand même. Non, mais moi je suis assez éclectique là-dessus. J'ai toujours aimé David Bowie, et c'était la grande époque de David Bowie qui est l'époque berlinoise. Vous connaissez l'histoire de cette chanson à l'intérieur ? Pas complètement. C'est l'histoire de deux amants qui se retrouvent près du mur de la honte, le fameux mur de Berlin dont je vous parlais tout à l'heure, et qui tombera 12 ans après. Jean-Claude Mailly, merci d'être passé du côté d'Oser Investir ce dimanche matin et de nous avoir éclairé sur votre vision. Et vous avez été le héros de Oser Investir, le club aujourd'hui, comme Jean-Marc Peter a été le héros de la première partie. Vous êtes le héros tous les dimanches. C'est mon cher Thomas, c'était le 61e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Oui, déjà, et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur l'ensemble des systèmes digitaux de Sud Radio et d'Oser Investir, et également en téléchargeant les applications correspondantes. Bon dimanche, Philippe. Et à dimanche prochain. Fatalement, à dimanche prochain. Fatalement, à dimanche prochain. Merci. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.